Selon notre invité, l'analyste russo-américain Gilbert Doctorow, la Fédération de Russie se retrouve quasiment hors jeu dans le conflit qui oppose aujourd'hui l'Iran à Israël, ce dernier bénéficiant du soutien politique, diplomatique et militaire des États-Unis. Moscou, explique-t-il, n'a ni l'envie ni la marge de manœuvre pour intervenir. Aucune flotte de la mer Noire n'appareillera, aucune division aéroportée ne décollera, aucune batterie S-400 ne quittera le territoire russe pour Téhéran. Même Beijing, malgré sa rhétorique de coalition anti-hégémonique, n'envisage pas d'envoyer le moindre instructeur, pas la moindre pièce d'artillerie. Pour Doctorow, une victoire américano-israélienne est donc non seulement plausible, elle est presque écrite à l'avance. Or, pareille issue, loin de pacifier la région, ferait éclater l'équilibre déjà fragile du Moyen-Orient, elle isolerait la Russie de ses partenaires musulmans, renforcerait les extrémismes et laisserait Moscou acculé sur le plan géopolitique, encerclé par les sanctions et privé d'alliances durables. Reste un élément imprévisible, le Pakistan. Puissance nucléaire islamique, Islamabad apparaît comme la dernière pièce qui peut encore faire basculer la partie d'échec. Sa doctrine de dissuasion minimum crédible autorise un emploi massif de missiles balistiques en cas de menace existentielle contre un pays musulman frère. Si le Pakistan entrait en scène pour défendre l'Iran, le conflit deviendrait instantanément interétatique et pourrait embraser l'Asie du Sud. En toile de fond, la Corée du Nord resserre ses liens avec la Russie, fourniture de munitions, coopération satellitaire, rencontre au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, sans que l'opinion publique occidentale n'en saisisse vraiment la portée. Avant d'aller plus loin, Gilbert Doctorow rappelle un risque souvent ignoré, l'escalade numérique. Les guerres modernes ne se limitent plus au bombardement, elles passent aussi par les cyberattaques ciblant nos foyers, nos comptes bancaires, nos données personnelles. Pour y faire face, une seule solution, Bunker. Fruit de 25 ans d'expertise dans la traque de cybercriminels, Bunker propose un écosystème fermé et chiffré de bout en bout. Imaginez une messagerie où seules les personnes que vous avez validées peuvent vous écrire, pas même un robot publicitaire. Imaginez un gestionnaire de mots de passe qui synchronise, masque et régénère vos identifiants bancaires, vos profils de streaming, vos boutiques en ligne. Imaginez enfin un coffre-fort numérique hébergé sur des serveurs redondants, situés dans des juridictions à la législation stricte sur la protection des données. Photos de mariage scannées en haute résolution, vidéos d'anniversaire, contrats d'assurance, copies de passeport, bilan comptable, actes notariés, tout est sauvegardé, horodaté, réversible à volonté. Le Family Plan protège à partir de 2 personnes pour 9,99 $ par utilisateur et par an. C'est moins qu'un café latte par mois, et cela couvre toutes les générations sous un même toit, enfants, parents, grands-parents. En passant par bunker.life redacted et le code redacted, vous bénéficiez en plus de 25% de réduction immédiate. Revenons à la géopolitique. Gilbert Doctorow, dont le nouvel ouvrage War Diaries dissèque les 2 premières années de la guerre en Ukraine, nous rejoint depuis Bruxelles. Sa thèse ? Depuis le début du conflit russo-ukrainien, il a vu juste sur la plupart des scénarios, de l'épuisement graduel des stocks de missiles occidentaux à l'enlisement diplomatique de Kiev. Je lui demande pourquoi le Kremlin paraît décidé à rester l'arme au pied alors que l'Iran, officiellement partenaire dans l'Organisation de coopération de Shanghai, subit des frappes. Est-ce une stratégie froide, mûrement calculée, ou une simple retenue dictée par les circonstances? Lui répond que la situation n'a rien du cataclysme annoncé sur certaines chaînes indiennes ou anglo-saxonnes. Les animateurs y prédisent l'apocalypse pour la semaine prochaine. En réalité, dit-il, les capacités de défense israéliennes déclinent à vue d'œil. L'Iron Dome et ses batteries de missiles Tamir fondent comme neige au soleil. À peine 7 à 10 jours d'autonomie, calcule Doctorow, avant que les stocks ne soient à sec. Sans interception, Tel Aviv deviendrait vulnérable, poussant inévitablement Washington à revoir sa copie. 3h40. Quant à M. Trump, il reste fidèle à lui-même, déclaration tonitruante, mouvement d'aéronefs, menaces de feu et de fureur, mais rappelons-nous le précédent nord-coréen, des porte-avions stationnés au large de Wonsan, puis rien, le soufflet est retombé. L'entrée en lice des missiles hypersoniques iraniens change cependant la donne. Aucun système occidental n'est capable de les stopper avec certitude. Tant que ces engins filent à Mach 15 en trajectoire semi-balistique, la durée du conflit sera mécaniquement limitée aux stocks israéliens d'intercepteurs, soit tout au plus une dizaine de jours. L'objectif central d'Israël demeure la neutralisation du programme nucléaire iranien. Des sites comme Fordo ou Natanz, creusés sous des montagnes de granit, seraient inaccessibles sans les fameuses bombes pénétrantes américaines GBU-57 MOP. Or ces bombardiers stratégiques n'ont pas encore décollé, signe que la Maison-Blanche hésite à franchir le Rubicon. Doctorow souligne un point clé,
Les milices pro-iraniennes, notamment en Irak, au Yémen ou en Syrie, disposent de roquettes, de drones suicides et de missiles de croisière capables de transformer les bases américaines de la région en cibles faciles. Exposer 40 000 soldats américains à des tirs de riposte serait un pari politique et humain exorbitant. C'est là qu'intervient le Pakistan. La rencontre, quasi passée sous silence, entre M. Trump et un émissaire pakistanais à Washington n'avait sans doute rien à voir avec la frontière du Cachemire. Elle portait, pense Dr. Rowe, sur les déclarations tonitruantes d'Islamabad à l'ONU promettant de « punir Israël ». Un Pakistan décidant de rompre la dissuasion pourrait théoriquement raser Tel Aviv en quelques salves. Dans le même temps, Vladimir Poutine avertit que toute escalade américaine serait une erreur colossale. Pour l'instant, Moscou observe, mesure, engrange des dividendes stratégiques. Les systèmes patriotes retirés d'Ukraine pour protéger le Moyen-Orient, les convois d'obus détournés vers Israël, l'aide militaire à Kiev qui se tarit. Rappelons que Téhéran martèle, document de l'AIEA à l'appui, qu'il ne veut pas d'armes atomiques depuis 2003. La communauté du renseignement américain a confirmé cette position à plusieurs reprises, la dernière fois sous serment au Congrès. Détruire des centrifugeuses n'est donc pas synonyme de changement de régime. Mais attaquer la souveraineté iranienne déclencherait immanquablement une pluie de représailles des milices chiites, drones sur la zone verte de Bagdad, barrage de missiles sur Al-Udeid au Qatar, raid naval sur les destroyers américains en mer Rouge. M. Trump serait seul comptable de ce chaos, faute d'autorisation du Capitole. Techniquement, le risque d'un Tchernobyl bis est faible. Les cibles iraniennes sont des installations d'enrichissement, pas des centrales de production électrique. La question est avant tout politique. Accepterons-nous qu'une nation soit frappée pour un programme civil reconnu? Pendant ce temps, sur le front ukrainien, la Russie capitalise. Moins de missiles patriotes à Kiev, moins d'attaques livrées, et soudain les salves de Kinzhal s'abattent sur la capitale ukrainienne avec une intensité inédite. Le lien entre crises régionales n'a jamais été aussi clair. La Chine suit l'affaire de près. Première importatrice de pétrole iranien, elle verrait son équilibre énergétique bouleversé si Téhéran fermait le détroit d'Ormuz. Déjà, plusieurs gros porteurs chinois se sont posés en Iran, chargés de batteries antiaériennes HQ-22 ou de radars tridimensionnels, selon des sources locales. Pékin, qui prône la « sécurité commune », pourrait donc fournir à l'Iran la profondeur de défense qui lui manque, empêchant une campagne aérienne prolongée et évitant un bain de sang civil. Sur un autre front, la Corée du Nord consolide son axe avec Moscou, 1000 sapeurs pour déminer, 5000 ouvriers soldats pour reconstruire les ponts sur le Donbass, un nouveau tracé ferroviaire sur le fleuve Tuman, et des échanges de munitions de gros calibre. Les médias occidentaux feignent d'ignorer ces chiffres, mais ils redessinent l'équilibre terrestre du front ukrainien. Cette coopération libère des brigades russes entières, redéployées vers Avdivka ou Siversk, où elles creusent l'avantage acquis en avril. L'argument moral des sanctions onusiques s'effondre. Pourquoi la Russie respecterait-elle des résolutions quand elle est déjà la cible de la panoplie maximale de sanctions américaines? Pour suivre ces analyses sans filtre, abonnez-vous au Substack de Gilbert Doctorow et lisez Wardah Yariz. Merci à lui d'avoir veillé tard depuis l'Europe pour participer à Redacted. Nous espérons le retrouver très bientôt pour d'autres décryptages aussi pointus que dérangeants.